et que vous voyez mon écran. Voilà. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire, le premier de l'année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année, beaucoup de projets et côté personnel, la santé. Donc, nos premiers webinaires de l'année, comme je disais, avec un titre qui est assez long, comme ce webinaire. Je pense qu'il va durer un petit peu longtemps parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais voilà, pour raccourcir, c'est la différence entre l'orientation et la projection. On a voulu ce webinaire parce qu'on a vu que beaucoup de clients nous posaient la question ou confondaient entre l'orientation et la projection sous Power BI. Donc, on va voir ça ensemble. Je me présente rapidement, Christophe Marsoulot, ingénieur d'application chez Apicit, avec 28 ans d'expérience dans le secteur industriel, automobile, tout ce qui est des concepts de car, et puis 10 ans d'expérience dans le secteur aéronautique, dans la conception et l'usinage de pièces volantes. Et vous pouvez me retrouver donc en formation, au support, pour faire de la programmation également, et puis dans tout ce qui est customer care. Un petit rappel rapide sur les événements. Donc, sous apicit.com, vous pouvez nous retrouver dans les événements, où vous retrouvez les salons que vous pouvez faire, ou alors les dates des webinaires, les choses comme ça. Pareil, le support, un petit rappel, parce que certains ne l'utilisent pas assez. Donc, vous avez soit le mail, soit directement sur le portail. Vous pouvez vous poser vos questions et même déposer de la définition. Donc, n'hésitez pas là-dessus si vous avez des problèmes, même quelque chose qui est passé. Hein, vous pouvez voilà, avoir notre aide, on va dire, pour des futures applications. Voilà. Le blog, si vous voulez pas passer par le portail, il y a aussi le blog. C'est des petits articles que l'on fait sur différentes problématiques. Et vous retrouvez un peu tous les logiciels, Power BI, PowerShell, Fusion, Revit, AutoCAD, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, vous pouvez peut-être trouver aussi la réponse à vos questions là-dessus. Les webinaires de l'année. Donc, aujourd'hui, c'est la différence entre l'orientation et la projection. Mais voilà, je vous laisse regarder pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Il y aura du PowerShell, du Fusion aussi, avec l'extension des pièces plastiques, la tôlerie aussi, encore du Power Mill aussi pour maîtriser les simulations quand vous avez des machines qui sont différentes, une machine avec un AC et l'autre BC, voilà, pour que les orientations se fassent, la simulation se fasse toujours de la même façon et la programme et les post-pro également. Voilà, du PowerShell aussi avec du morphing, le fusion, ainsi de suite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je vous disais, il y a beaucoup à dire. Donc, qu'est-ce que l'orientation d'outils? L'orientation d'outils, comme son nom l'indique, c'est pour orienter l'outil. Donc, quelle que soit la stratégie que l'on va utiliser, on peut orienter l'outil comme on veut. C'est pas parce que on me dit que j'ai pas de son. Pourtant, moi, je l'ai, le son. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? J'ai toujours ce problème avec le son. C'est dommage si j'ai pas de son, parce que moi je me vois et j'entends là ici. Comment ça se fait que vous m'entendez pas? Ensuite, comment ça se fait que vous m'entendez pas? Allô, allô? Vous voyez visiblement, mais vous m'entendez pas. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et apparemment, j'ai un collègue qui me dit que lui, il n'entend pas. Est-ce que vous, vous m'entendez ou pas du tout?
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend? Je vais donc, j'espère que vous m'entendez. Donc je vais recommencer. On va voir. Hop. Donc, je vais recommencer, comme je disais. Donc visiblement, oui, c'est bon. Alors, donc je disais que c'est bienvenue dans ce premier webinaire de l'année. Et donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année avec plein de nouveaux projets. Et puis côté personnel, bah, la santé. Donc nouveau webinaire qui va être long comme le titre. Avec donc pour raccourcir un petit peu, c'est la différence entre l'orientation d'outils et la projection. On a beaucoup de clients qui confondent un petit peu les deux et donc on a voulu faire ce webinaire pour bien différencier les deux choses. Donc hop, pour rapidement, je vais me présenter, Christophe Marceau, je suis ingénieur d'application chez Apicit depuis 4 ans. J'ai 28 ans d'expérience dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile et puis l'industriel, tout ce qui était concept car, et puis les 10 dernières années dans la conception et l'usinage de pièces volantes pour l'aéronautique. Et vous pouvez me retrouver donc au support, en formation, programmation et puis tout ce qui était customer care. Pour refaire rapide, n'oubliez pas, sous apicit.com, vous pouvez retrouver nos événements, donc nous retrouver sur les salons, les dates des webinaires, voilà, tout ce qui est info, vous pouvez le retrouver dans le calendrier. Support qui va assez utilisé par nos clients, donc soit par mail, soit sur le portail. Donc là, ça vous permet même de déposer directement de l'ADF ou des parcours, de façon à ce que nous, on les traite le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Et sinon, il y a le blog également, où vous pouvez retrouver des astuces. Donc, pareil, c'est des questions que la plupart des clients nous posent. Donc, du coup, on fait des petits articles là-dessus. Vous pouvez retrouver du PowerMill, PowerShell, Fusion, même dans le monde du bâtiment, Revit, AutoCAD. Voilà, ça permet, si vous voulez pas faire passer par le support, bah, peut-être avoir vos réponses déjà là-dessus. Voilà. Les webinaires du jour, enfin de l'année. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce sera l'orientation et la projection, mais vous pouvez retrouver du Fusion, du PowerShell. Voilà, il y a dans Fusion, par exemple, vous avez l'extension plastique, les possibilités de tôlerie. Dans PowerMill, bah, les simulations, la différence, quand vous avez des simulations qui sont différentes, par exemple des machines avec du A et du C et une autre avec du B et du C, bah, pour que toutes ces orientations se fassent correctement quand vous passez d'une machine à l'autre. Voilà. Il y a du PowerShell également avec les possibilités du morphing. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse regarder ça. Et puis, si de toute façon, vous avez les invitations qui sont faites, s'il y en a une qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc, aujourd'hui, on va voir la différence entre l'orientation et la projection. Donc, qu'est-ce que l'orientation? Bah, comme son nom l'indique, hein, c'est pour orienter l'outil, quelle que soit la stratégie que l'on utilise, que ce soit une stratégie en 5 axes ou de projection selon l'axe Z du plan actif. Et ben en fait, voilà, on peut orienter l'outil quasiment comme on souhaite avec ça. On va voir où le gérer et comment l'utiliser. Après, on verra la projection, la différence qu'il y a. Donc, la projection, bah, c'est la projection d'un élément physique ou non sur ce qu'on veut usiner, sur le modèle qu'on veut usiner. Pareil, on peut utiliser donc la projection avec de l'orientation. Et là, par contre, ce sont des stratégies qui sont dédiées à la projection. Et on verra quelles sont ces stratégies, comment les utiliser. Donc, pour commencer, l'orientation. Donc, comme je disais, l'orientation d'outils, dans toutes les stratégies, voilà, vous le retrouvez ici dans Axe outils. Et ici, vous avez donc un module qui vous permet de contrôler ce que vous voulez faire. Donc, est-ce que vous voulez rester vertical? Attention, vertical ne veut pas dire tête droite, hein. Ça veut dire dans l'axe Z du plan de travail actif. Donc, ça peut être du 3+2. Ou alors en longitudinal transversal, généralement pour faire du 5 axes, et puis les autres parcours également pour faire du 5 axes vers un point, depuis un point, vers une droite, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez direction fixe aussi, que j'utilise beaucoup, et puis automatique, on verra tout ça. Vous avez aussi un autre onglet qui est un angle fixe, donc sur l'élévation ou sur l'azimut.
pour rappel, hein, l'élévation, c'est votre B ou votre A. Et puis, l'azimut, c'est le C. D'accord? Il va y avoir une petite différence ici, mais ça, c'est pour fixer, on va dire, une orientation de tête ou de plateau, de berceau, pour la suite des parcours. D'accord? On verra un peu peut-être évitement de collision automatique parce que ça fait partie des mouvements. Mais bon, comme je le disais, il y a beaucoup à dire, donc on va voir ça peut-être rapidement. Donc, comment ça se passe? Donc, ici, si vous restez en vertical, eh ben, vous avez forcément un parcours qui est selon l'axe Z du plan actif. Attention, même si vous restez en vertical comme ça, vous pouvez de toute façon utiliser ce que je vous ai dit juste en dernier, l'angle fixe en élévation ou en azimut. D'accord? L'azimut, honnêtement, en 32 ans d'usinage, je crois que je m'en suis servi qu'une seule fois. C'est pour orienter votre broche lorsque vous avez une broche à l'horizontale. C'est pour l'indexer en fait, voilà, et la fixer dans une certaine position. Très honnêtement, moi j'utilise généralement un repère, un plan de travail que je fixe sur la face que je veux usiner et ça m'oriente automatiquement ma broche. Mais vous pourriez jouer là-dessus. Je me sers davantage de l'élévation et je vous montrerai après comment. Après, vous avez longitudinal et transversal. Donc là, il y a plusieurs modes, on va dire. Vous pouvez usiner en normal de contact, vertical ou power mill 2012 R2. Donc on va parler d'abord de vertical. Alors pourquoi vertical, vu qu'on l'a déjà ici, si on veut le faire? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on pourrait détalonner l'outil. Donc soit en longitudinal, soit en transversal. Donc je vais vous montrer juste après la différence. Mais si vous avez une surface plane et que vous usinez avec une fraise hémisphérique, et ben plutôt que d'usiner avec la pointe de l'outil qui n'est pas coupante, et ben vous pourriez détalonner votre outil, donc mettre un léger angle, de façon à pouvoir usiner avec la partie coupante et avoir des états de surface beaucoup plus jolis. La deuxième raison qu'on peut utiliser, c'est pour additionner des parcours 5 axes avec des parcours 3 axes. Moi, je suis adepte de ça, hein, d'additionner des parcours l'un dans l'autre. Donc, pour rappel, pour additionner les parcours, on maintient la touche contrôle et on glisse le parcours dans le deuxième. D'accord? On ne peut pas additionner des parcours verticales avec longitudinal transversal, parce qu'il nous dit qu'il y aura un problème de vecteur. Donc, pour pallier à ça, eh ben, on se met en longitudinal transversal et on utilise vertical. Et là, dans ces cas-là, lui, il ne voit que ça et il n'y a pas de souci, on peut les additionner. Petite parenthèse, parfois, même en faisant ça, il va vous dire qu'il y a un problème de vecteur. Ça, c'est simplement parce qu'il y a un des parcours qui a été simulé et l'autre non. Donc, il suffit de simuler les deux. Donc, pour simuler, hein, vous faites simuler depuis le début, vous faites juste 2-3 mouvements, hein, c'est tout. Vous passez au deuxième, vous faites la même chose et quand vous les additionnez, il n'y aura plus de problème. D'accord? Longitudinal transversal, comme je vous disais. Donc, si vous étalonnez votre outil en longitudinal, vous allez le détalonner dans le sens de la trajectoire de l'outil. D'accord? Donc, l'inclinaison, en plus, se fait toujours dans le sens de la trajectoire. Si vous faites en moins, vous pouvez mettre moins 10 degrés, il va se mettre de l'autre côté. Donc, si vous êtes en vertical, eh ben, par rapport à l'axe du plan de travail actif, il va s'incliner de 10 degrés. Et si vous êtes en normale de contact, et ben, par rapport à la normale, à la perpendiculaire de l'instant T où l'outil est, il va rajouter ou soustraire, si vous êtes en moins, les 10 degrés. Voilà. Si vous êtes en transversal, ben, c'est sur le côté, c'est perpendiculairement au sens de la trajectoire. D'accord? Donc, si vous mettez moins 10 degrés, ben, vous serez vers l'intérieur. Si vous mettez plus 10 degrés, vous serez de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Normale de contact. Quand vous sélectionnez normale de contact ici, l'outil, obligatoirement, que la stratégie soit de la projection selon l'axe actif, Z actif, c'est-à-dire du balayage, du décage 3D, du Z constant, n'importe, ou une stratégie 5 axes, dès l'instant que vous activez normal de contact, dès que l'outil touche la surface, à son point de contact, il se met normal. D'accord? Donc ici, je serai vertical. Et ici, bah, là, je suis à 45 degrés. De ce côté-là, je serai à l'horizontale et ainsi de suite. D'accord? Il n'y aura pas le choix. Après, vous pouvez le détalonner en plus. Hein, mais ça veut dire rajouter des angles dessus.
Power 1000 R2, enfin 2012 R2, ben, ça va dépendre de la stratégie. Dès l'instant que vous utilisez une stratégie de projection, comme je disais, selon dans l'axe Z du plan de travail actif, encore une fois, balayage, décalage 3D, Z constant, l'axe principal, c'est l'axe Z. Donc votre outil sera droit. Donc vous pouvez mettre Power 1000 R2 2012, l'outil restera droit. Et par contre, vous utilisez une surface, une stratégie 5 axes, ben, ça va dépendre de certaines choses. Par exemple, si c'est une finition de surface, ben, ce sera la même chose que normal de contact, mais si vous utilisez une projection de surface, ça veut dire que vous allez sélectionner une surface guide que vous allez créer préalablement dans un autre soft, et donc vous l'importez, et vous allez sélectionner ça. Et donc, avec Power 1000 2012 R2, ça permet que l'outil soit perpendiculaire, donc normal à la surface sélectionnée et non plus à son point de contact. Donc ça peut être quelque chose, dans ce cas-là, par exemple, qui peut être très utile parce que ici, si j'ai une broche qui est importante, bah, si ma broche là, si mon outil est horizontal, j'ai de fortes chances que ma broche elle tape ici et qu'elle écrase la pièce. Donc avec une surface guide qui me dit, bah non, respecte les normales de cette surface-là, ça me permettrait d'usiner correctement cette pièce. Donc là aussi, je vous montrerai des exemples. Après, vous avez tout ce qui est vers et depuis. Donc, vers un point, depuis un point, vers une droite, depuis un point. Tout ça, en fait, c'est un peu la même chose. Lorsque vous faites vers quelque chose, en l'occurrence vers un point, c'est la pointe de l'outil qui se dirige vers ce point. D'accord? Si vous faites depuis ce point, eh ben, ça va être le porte-outil qui va être dirigé vers ce point-là. Ici, cette stratégie-là, enfin ce mode, on va dire, d'orientation, il n'y a pas de point fixe, il n'y a pas de point, on va dire, que vous allez créer. C'est un point virtuel dans la stratégie. Lorsque vous allez sélectionner ça, il va vous demander les coordonnées. Voilà. Donc, vous n'allez pas à l'écrire faire un motif ou quoi que ce soit, ce sera des coordonnées là-dessus. D'accord. De même, vous avez vers une droite ou depuis une droite. Comme on le voit, la plupart du temps, à 99%, généralement, quand on est vers une droite, on est plutôt dans quelque chose un bossage. D'accord? On le voit très nettement ici. L'outil, comme ça, il se dirige vers la droite. Et donc, c'est plus judicieux d'usiner ça. Lorsque vous êtes en creux, vous allez davantage utiliser depuis une droite. Voilà. Cette droite-là, c'est pareil, c'est un vecteur. Donc, ça veut dire que vous allez définir soit le X, Y, Z ou même X, Y pour être à 45 degrés, comme vous voulez. Mais et vous allez avoir des coordonnées pour la positionner. Et c'est un vecteur, donc ça veut dire que c'est une droite infinie. Voilà. Et donc, pour pallier à ça, si vous voulez pas une droite infinie ou si vous voulez quelque chose de tordu, là, vous pouvez utiliser un motif et vous créez du filaire dans un motif. Et il va se guider, l'outil va être guidé par ce filaire. D'accord? Donc, toujours vers une courbe quand on est positif, depuis une courbe quand on est en creux. Et on peut faire des choses un petit peu plus tordues. Dans ces trois orientations, droite, courbe, point, le mode du dinage va être un petit peu différent. Il y aura, on va dire, parcours d'outils et puis Power 1000 R2 2012. D'aperçu, je ne vais pas en parler, c'est un peu redondant, je trouve. C'est un peu la même chose que Power 1000 R2 2012, enfin 2012 R2. Donc, je vais plutôt parler des deux autres. Le parcours d'outils, l'avantage de celui-ci, c'est que vous respectez scrupuleusement ce que vous avez dessiné. Donc, la courbe, vous êtes sûr que l'axe de l'outil va passer sur cette courbe-là. D'accord? Là, ici, par ce point-là, et ainsi de suite. Le Power 1000 R2 2012, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, il peut réduire les mouvements CN de la machine. Donc, on va le voir, j'ai fait un petit exemple. Parfois, il le réduit complètement. Puis des fois, ça l'atténue quand même et ça peut permettre d'avoir des parcours un peu plus fluides en machine. Par contre, il y a deux inconvénients. C'est que il ne respecte pas l'orientation scrupuleuse de la courbe. C'est plus une indication. Je vais par ici, mais vous allez voir qu'il y a une sacrée différence quand même d'orientation. Et le deuxième inconvénient que je trouve, moi, c'est que il ne s'arrête pas comment dire, en point de contact. C'est-à-dire que l'outil ici va déborder et va rogner un petit peu le rayon. Donc, si vous avez des outils qui sont
par contre, enfin, c'est pas dans le comment qui sont mal affûtés ou que les deux, par exemple, la surfaçage de celui-ci et l'usinage de galbe n'a pas été fait avec le même outil, vous risquez de moucher les arêtes. Alors qu'avec parcours d'outils, le parcours va s'arrêter vraiment au point de contact de l'arête. Donc ça, c'est vraiment un gros plus là-dessus. Donc on verra les deux différences également. Les directions fixes aussi. Vous allez voir, ça c'est très intéressant. Beaucoup de clients, quand ils ont une surface ici et que l'outil va taper, c'est un repère. Et malheureusement, ce repère déforme l'usinage. Donc moi, je préfère, lorsque mon usinage doit être d'une certaine façon, utiliser direction fixe plutôt que de créer un autre repère. Là aussi, j'ai un exemple. Rouer, je ne vais pas en parler parce que depuis plus de 20 ans que j'utilise PowerMill, ça n'a jamais marché et ça ne fonctionne toujours pas. Je ne vais pas essayer sur la 2026, hein, mais je n'ai pas trop d'espoir. Donc voilà, donc je ne vais pas en parler, je vais plutôt parler de automatique. Et automatique, ça c'est spécifique à certaines stratégies du type finition en roulant. Donc l'usinage, lorsque vous voulez que le côté de la fraise usine la face, par défaut, dans Axe Outils, il se met en automatique. Vous pouvez le retrouver aussi lorsqu'on usine des pales, des turbines, donc soit les pales, soit le moyeu. Et donc là, vous avez un autre tableau qui va apparaître. C'est autre chose encore, je ne vais pas le développer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur l'usinage des turbines, vous pouvez soit envoyer au support, soit me contacter, et puis je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Comme je disais, hein, lorsque vous êtes en vertical, rien ne m'empêche d'utiliser élévation ou azimut. Je vais parler de l'élévation parce que c'est là où vous allez le plus l'utiliser. 90 degrés, pourquoi? Parce que l'élévation, on est perpendiculaire au plan de travail et donc au plan XY actif. Donc, si vous mettez 90 degrés, vous n'allez pas vous incliner de 90 degrés, vous allez rester selon l'axe Z. D'accord? Vous serez perpendiculaire à l'axe XY. Donc, si vous voulez vous incliner de 10 degrés, eh ben, il faudra mettre 80 degrés. Voilà. Mettez pas moins 80 degrés parce que sinon vous allez vous retrouver complètement à l'envers. Et donc, si vous voulez basculer de l'autre côté, bah, vous pouvez pas parce que si vous mettez 100 degrés ou 110 degrés, il va vous dire que c'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, il faut créer un autre repère. Enfin bref, je vais vous montrer, mais voilà, je l'utilise que dans certains cas. Et ici, vous retrouvez dessiner l'axe outil qui va être intéressant pour vous parce que vous allez voir justement tous ces vecteurs. Vous avez une droite, un vecteur de droite, un point, les directions fixes. Vous allez pouvoir les visualiser avec ça. Donc, principe de base, pour rappel, hein, quelle que soit la stratégie, que ce soit du 5 axes, que ce soit de la projection selon l'axe Z ou autre chose, vous pouvez orienter votre outil quasiment comme vous le souhaitez. Mais il faut bien se mettre dans la tête que vous projetez d'abord vos trajectoires d'outils sur le modèle à usiner, puis PowerMill oriente l'outil. Donc ça fonctionne quel que soit le type d'outil, d'accord? Fraise hémisphérique, forcément, là, c'est la panade parce que vous tournez au centre, donc c'est nickel. Mais ça peut fonctionner avec de la torique, avec la deux tailles. Suivant le galbe que vous avez, vous pouvez avoir des parcours qui sont plus ou moins ondulés parce qu'il faut qu'il indexe l'outil par rapport à la pointe. Mais voilà, mais ça fonctionne. Ok? Donc, comme je disais, si vous avez des stratégies, balayage Z constant, donc c'est la projection selon l'axe Z pur, vous ne pouvez usiner, même si vous orientez votre outil n'importe comment, vous ne pourrez usiner que ce que vous voyez. Impossible d'usiner de l'autre côté, impossible d'usiner de la contre des pluies. Même si vous orientez votre outil comme ça, vous dites, je l'ai orienté, là je passe, mais non. Lui, selon l'axe Z, il va voir ça. Après, il va voir ici, et il va voir ça, toute cette zone-là. Mais cette partie-là, il ne la verra pas. De même que si vous faites du 5 axes, donc normal par exemple de contact, c'est pas parce que vous faites du normal de contact que l'incrément va se reporter sur les surfaces qui sont fortement affinées. Non, vu de Z, vous avez un incrément constant, vous le projetez sur votre surface et après, vous orientez votre outil. D'accord? C'est la grosse différence avec les stratégies 5 axes où là, vous allez projeter quelque chose où vous pouvez respecter un incrément.
Mais c'est pas encore une fois que vous faites une stratégie de 5 axes, vous ne pouvez pas rester en vertical, par exemple. Ou lui dire, non, je veux simplement détalonner mon outil. Ou usiner avec des angles, par exemple, de 90 degrés. Donc, coucher l'outil. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous montrer sous Power Mill, hop, quelques exemples. Et après, on passera à la suite. Donc, encore une fois ici, paramètres, voilà. J'ai une stratégie, décalage 3D, par exemple. Ici, j'ai axe outil. Si je reste droit, on est d'accord, comme tout le monde, hop, si je simule, quel que soit l'endroit où je suis, sur mon parcours d'outil, je vais rester vertical. Sur la même stratégie, si j'utilise longitudinal transversal normal de contact, et ben, quel que soit l'endroit où je me situe, l'outil va se retrouver normal au point de contact. Si je reste en Power Mill R de 2012, comme je disais, c'est une stratégie de projection selon l'axe Z du plan de travail. Ici, c'est mon plan de travail qui est actif. Et ben, de même que vertical, il va rester droit partout. Voilà. Là où j'utilise élévation, comme je vous disais, c'est par exemple, je peux rester vertical, mais je vais lui dire, tiens, je vais incliner, je vais fixer ma broche à 20 degrés. D'accord, 20 degrés, parce que 90 moins 20, ça fait 70. Et donc là, ici, je peux regarder ici, je suis à 20 degrés. Si je fais une simulation, voilà, je vais rester, oui, c'est pas fait pour usiner, hein, c'est juste fait comme exemple, voilà. Mais je vais rester à 20 degrés, d'accord. Donc là, il y a des petits, il y a des petits pougnèmes, on va dire, hein, mais les petits pougnèmes, vous allez voir si je, voilà, hop, si je me mets comme ça, voilà, d'accord. Là, quand il saute, hein, c'est du, il y a même pas de, c'est même pas de 1 micron, hein, c'est voilà, c'est rien du tout. Donc il va rester à 20 degrés, quel que soit l'endroit où je me situe. Si je reste ici, je rebalance ça, et toujours à 20 degrés, d'accord. Donc là-dessus, je m'en sers moi de temps en temps pour détalonner l'outil. Par exemple, si ma broche était trop courte, si mon outil était avec le porte-outil était trop court et que ici je risque de taper, et ben plutôt que de m'embêter, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer ici un angle de fixe pour la broche et du coup, je vais pouvoir faire mon usinage. Donc même si je suis en vertical, finalement, je vais faire un petit peu du 3 plus 1. C'est-à-dire qu'il y a X, Y, Z qui vont bouger et le C. Mais le B va pas bouger. D'accord. Vous pouvez faire la même chose si vous préférez en vous mettant longitudinal transversal, c'est un peu la même chose, hein, vertical ici, et puis ici détalonné. Donc détalonné par exemple en transversal, et de la même ici, voilà, vous serez à moins 20 degrés un petit peu partout, ici, voilà. D'accord, ça fait la même chose, hein. Voilà, ici, oui, je sais, hop, voilà. Donc vous ferez la même chose. Okay. De temps en temps, il est plus, voilà, moi, il est plus pratique de faire celui-ci. On va revenir sur le galbe ici. Voilà, parce que là, il y a quelques petites choses à montrer. Donc, pareil, sur la stratégie balayage, je peux rester en vertical. D'accord, je vais être droit partout. OK. Je peux me mettre normal de contact. Voilà, la même chose. D'accord. Et je peux me mettre aussi normal de contact, mais avec une inclinaison de 10 degrés. Dans ces cas-là, on le voit ici, et que je suis à normal de contact plus 10 degrés. D'accord. Donc, si je mets plus, je vais, on va dire, serrer la matière. Et si je mets moins, mon outil va se retrouver de l'autre côté et je vais pousser la matière. D'accord. Attention, l'inclinaison ici, elle va varier. Donc on le voit ici, ça varie en permanence. Et ici, il va repartir dans l'autre sens des 10 degrés. Ok. Voilà. Donc là, ici, je suis normal de contact, plus 10 degrés dans ce sens-là. D'accord. À chaque fois, il change de mouvement. Donc faites attention à ça. Vous pouvez rester vertical également. Vertical, hop. Et là, dans ces cas-là, il va mettre 10 degrés d'un côté et moins 10 degrés de l'autre. D'accord. Toujours parce qu'on est dans un sens et dans l'autre. D'accord. Donc ici, ça peut changer. Là, maintenant, si je suis en vertical ici et puis en normal de contact, mes angles restent à 10 degrés en permanence ou moins 10. Okay. Vous pouvez faire du transversal également. Donc sur le côté. Okay. Donc là, j'ai mis 15 degrés. Si je fais une simulation, je serai toujours à 15 degrés par contre.
d'accord? Enfin, moins 15 degrés. L'avantage de ça, c'est qu'ici, si, hein, je peux mettre moins 15 degrés ici, comme ça, hop, calculer, et je vais m'incliner de l'autre côté. D'accord? Voilà. Alors attention, hein, 15 degrés ne veut pas dire que je vais trouver 15 degrés ici, hein, enfin moins 15 degrés. Hein. Voilà, c'est une orientation par rapport au plan de travail. Comme je vous disais, vous pouvez très bien faire la même chose avec élévation. Paramètres, plutôt, voilà, je suis en vertical, je mets 20 degrés quand je simule ici. Voilà, je vais bien mes 20 degrés. L'inconvénient de ça, comme je vous disais, c'est que ici, si je mets moins, ben, je vais me retrouver carrément de l'autre côté, à l'envers. Voilà, donc inutile. Et si je me dis, ah bah tiens, bah, je vais faire 110 degrés pour dire, bah, je vais me retrouver de l'autre côté. Voilà, on est hors limite. Donc, la seule chose à faire si vous voulez vous incliner de l'autre côté, c'est qu'il faut créer un repère. Ici, vous le tournez en Z de 180 degrés, application, voilà, et vous retraitez le parcours par rapport à ce nouveau repère. Donc là, si vous faites calculer, bah, vous allez vous retrouver de l'autre côté. D'accord? Donc c'est pour ça que l'élévation, moi je m'en sers quand j'ai une sphère, quelque chose comme ça, que je veux tourner autour parce que c'est très bien. Généralement, quand je suis sur ce type de problème-là, je vais plutôt utiliser longitudinal, transversal, me mettre en vertical ici, et ici indiquer soit plus 15 degrés, soit moins 15 degrés, de façon à orienter mon outil comme je le souhaite. D'accord? Autre chose, donc là-dessus, comme je disais, ça fonctionne bien sûr. Là, c'est une stratégie de 5 axes. Ça fonctionne bien sûr de la même façon. C'est-à-dire que si je suis, bah, comme on va dire, on peut logiquement s'attendre sur une surface de 5 axes ici, bah, je suis bien normal de contact. Hop, à chaque fois. Voilà. Donc là, j'ai une fraise torique. Mais je peux également détalonner l'outil, s'il veut bien s'activer. Voilà, détalonner l'outil. Et dans ces cas-là, eh ben, on va voir que voilà, mon outil il sera détalonné de 5 degrés. D'accord? L'avantage de ça, on le sait bien, c'est que pour le même type de diamètre de fraise, si vous utilisez une fraise hémisphérique, il vous faudra 3 fois plus de pas, donc 3 fois plus de temps qu'avec une fraise torique et légèrement détalonnée. Voilà, donc là c'est le gros avantage. Mais c'est pas parce que je suis avec une fraise torique et avec une stratégie 5 axes, on va dire, que je ne peux pas. Alors là, il n'y a aucun intérêt à ça, hein, d'accord? On est bien d'accord, c'est pour l'exemple. Mais je peux rester vertical avec une fraise torique. Il va me faire mon usinage, il n'y a pas de souci. D'accord? Autre exemple que je trouve régulièrement chez les clients, je vais enlever ma machine, c'est les tracés. Les tracés ou l'usinage avec certaines frontières. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer le cercle, voilà. J'ai beaucoup de clients qui, alors ça se voit pas beaucoup parce qu'ils utilisent une fraise pointe ou une toute petite fraise. Quand vous êtes dans le 10e, c'est pas énorme, mais quand vous utilisez le centième, voire le micron, et ben vous vous rendez compte que le tracé, il est décalé. Alors là, j'ai fait exprès de prendre une fraise beaucoup plus grande pour vous montrer la différence. Là, le motif, je l'ai encastré. Donc encastré, encore une fois, hein, on fait éditer, encastré. Encastré, ça veut dire qu'en fait, on va plaquer le motif qu'on a créé sur la surface. Il va prendre les normales de la surface. D'accord? Donc, il fiche après de la surface, mais il aura des normales à la surface. Lorsque je fais mon usinage avec motif, finition de motif, même si ici, je suis en longitudinal transversal et que je me mets en normal de contact, et ben mon parcours, il est décalé. Voilà. Je ne suis pas mon tracé. Même vu de côté, je vais me mettre en bout d'outil, voilà. Et ben je trace ici et pas là. Donc quand vous avez une petite pointe, une petite fraise, c'est pas gênant, mais là ici, on voit bien qu'il est complètement décalé. Pourquoi? Ben, encore une fois, finition de motif, c'est comme le reste. Je vais enlever ma surface pour que on puisse. Ouais, ok, c'est pas grave, hop, voilà. Pour qu'on puisse bien voir. Ça ici, je vais le mettre pas en ombré, voilà. Je vais essayer de trouver la pointe. Voilà, on est ici à peu près. Voilà. Si je dessine mon outil, donc l'outil, hein, CTRL-T pour afficher l'outil ici, CTRL-H pour faire une croix. La finition, c'est comme donc balayage, Z constant, et ainsi de suite, c'est de la projection selon l'axe Z. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'outil? Il va descendre. Mon profil, il est ici, on est d'accord. Je descends selon mon axe Z, ici.
boum, je m'arrête là parce que je suis en point de contact ici. Donc, je m'arrête là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tourner au centre de ça. Donc, une fois qu'il est en point de contact, il regarde ça. Il dit, ah, Christophe m'a demandé de mettre en rouge signal et normal de contact. Et ben, par rapport à ma sphère ici, le centre, hop, je vais tourner mon parcours. Du coup, vous avez quelque chose qui est de travers. D'accord? Donc, lorsque vous voulez faire un tracé en 5 axes, moi, il est impératif d'utiliser plutôt motif encastré. Vous utilisez le même motif, vous êtes dans les mêmes conditions, mais là, le parcours, il est dessus. S'il veut bien le faire. Hop, voilà. Mais là, j'ai mon parcours qui est dessus. D'accord? Il en va de même pour le fraisage. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Là, j'ai une frontière. Ma frontière, hop, je veux usiner ça. Je me dis, OK, j'ai ma frontière, je me mets en 5 axes et je vais l'usiner. Bah, manque de peau, vous allez l'usiner de la même façon. C'est-à-dire que l'outil il va descendre, je vais me remettre en ombré, il va descendre selon l'axe et à partir de quand il va taper le modèle à son point de contact, il va regarder ça et il va s'incliner. D'accord? Donc ça va dépendre de la frontière. Ici, beaucoup de clients utilisent frontière personnalisée. D'accord? Créer une frontière personnalisée. Cette frontière personnalisée, elle est figée, comme le motif, qu'elle ne va pas se décaler. Donc, vous allez usiner ici un peu trop loin, et puis ici, vous allez laisser une belle boursouflure ici que vous n'allez pas pouvoir usiner. Pour pallier à ça, moi, je vous conseille d'utiliser une frontière point de contact. Ici, point de contact. D'accord? Cette frontière point de contact, c'est la même que ici. Je peux cliquer sur les deux ici, je vois qu'elle ne bouge pas. C'est la même chose. Sauf que ce point de contact, il va prendre en compte le diamètre de l'outil, la tolérance du parcours, l'épaisseur que vous laissez. Et dans ces cas-là, vous allez, le parcours va s'adapter à ce que vous voulez usiner. Et donc là, vous allez usiner en point de contact vraiment la zone qui vous intéresse. Donc pensez à ça. Ça, c'est très important. Autre chose aussi, comme je vous disais, ça je vais pouvoir le fermer, en roulant. Lorsque vous utilisez la stratégie en roulant, par défaut, il se met ici, on va mettre en automatique. Quelle que soit la stratégie que vous avez changé, enfin l'orientation d'outil que vous avez sélectionné avant, il se mettra en automatique. D'accord? Méfiez-vous de ça. Là, j'ai créé une surface, voilà, avec des ISO et tout. Et je lui dis, tiens, vas-y, usine-moi ça. Donc, par défaut, j'ai l'impression que c'est pas mal. Voilà, il fait ça. On va peut-être remettre la machine parce que c'est plus visible encore. Voilà. Vous allez voir, c'est saccadé un petit peu. Moi, je le trouve saccadé. Voilà. Là, il saccade un petit peu. Il n'est pas assez fluide. D'accord? Voilà. Et lorsque je zoome, je me rends compte qu'ici, il y a des petites variations. Ça vient du fait que ici, vous n'avez pas indiqué les latérales des surfaces. Donc, les latérales, en fait, c'est les ISO. Voilà. Donc, en cochant ça, hop, je coche ça. Je suis toujours dans les mêmes conditions en automatique, j'ai juste coché ça. Et bien, le parcours, il va vraiment respecter les ISO de la surface. Et quand je fais une simulation, voilà, je le fais dans les mêmes conditions, et ben mon parcours, voilà, il est beaucoup plus fluide. D'accord? Je le refais ici. Voilà. Là, simulé depuis le début, il saccade. On voit, hop, si je viens sur celui-ci, je fais une simulation, on est beaucoup plus fluide. D'accord? Donc, pensez à ça ici. Petite précision, pareil, depuis que je connais Power ça peut faire planter Power. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Je pense qu'Autodesk non plus. Bien souvent, quand la surface est complexe plutôt, à 80 au pourcent 44, elle bloque. Donc, prenez l'habitude, je me suis fait avoir plein de fois, d'enregistrer. Quand vous faites une stratégie en roulant et que vous utilisez ça, faites un enregistrement avant. Ou alors, sinon, vous faites dans les options la sauvegarde juste avant d'enregistrer, un enregistrement avant de lancer le calcul. Voilà, ça vous permettra, ça vous évitera, en tout cas, si vous avez fait 2 heures de travail et que vous avez oublié de sauvegarder et de faire ça, de perdre les 2 heures de travail. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, donc moi, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que je lance cette application, de toute façon, je fais un enregistrement. Okay, mais voilà, en roulant, ça vous permet aussi, donc si jamais voilà, vous avez une pièce
est très haute et que vous ne pouvez pas l'utiliser avec une fraise torique ou une de taille, parce que bah, vous allez avoir votre porte-outil qui va taper, vous pouvez, hop, utiliser, au lieu de faire en automatique, longitudinal transversal, lui mettre un étalonnage de 10 degrés, qui permet d'usiner, hop, avec le porte-outil qui est décalé, vous serez toujours en 5 axes, mais vous allez être décalé, détalonné, et donc ça va vous permettre de pouvoir usiner. D'accord? Encore une fois, même sur une pièce, une surface qui est assez simple comme ça, moi je vous conseille ici de cocher. Parce que si vous le décochez, vous risquez d'avoir des usinages qui peuvent être pas très jolis, comme celle-ci. Voilà. Et il suffit de le recocher pour avoir quelque chose de plus fluide et plus joli. D'accord? Donc pensez-y. Attends. Voilà. Hop. Comme je vous disais aussi, hop, voilà. Là, on va commencer à parler aussi de vers une droite ou depuis une droite aussi. Voilà. Donc, vous avez une pièce comme celle-ci, en bossage. Si vous venez droite, vous vous dites, ah, peut-être que mon porte-outil va être trop court et je risque de taper la pièce. Si vous vous dites, bah, tiens, je vais me mettre en 5 axes, donc normal de contact, ici, bah, vous allez avoir un outil. Alors, il faut peut-être que je sélectionne le bon, stimuler. Voilà. Vous allez avoir un parcours qui va vriller vraiment beaucoup. Donc, on peut faire des limites d'usinage en lui disant non, non, à partir de 45 degrés, bah, tu arrêtes tes bêtises et tu restes à 45 degrés, ainsi de suite. Ou vous pouvez utiliser vers une droite. Donc, vers une droite, ici, vous allez orienter votre outil selon la droite ici. Alors, comme moi, je l'ai coché ici, d'accord? Donc, si on le décoche, on l'enlève. Là, je le vois ici. Je vais lui indiquer le vecteur dans lequel je veux être. Donc là, en l'occurrence, c'est x, y, z, d'accord? Donc il est bien dans les x. Si je mets 1 ici et 0 ici, je serai dans mes y, d'accord? Si je mets 1 et 1, bah, je vais être à 45 degrés, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je veux être dans les x. Et ici, je vais mettre les coordonnées. Donc là, je suis par rapport à mon plan de repère actif, je suis à moins 250 mm, d'accord? Si je mets 0, je vais être dans mon axe. Donc là, si je mets 0, forcément, mon outil va même usiner de l'autre côté. Hein, donc ça ne sert à rien. Éditer, hop, là, moins 250, valider, voilà. OK. Voilà. Donc là, moi, je suis dans ce sens-là, et quand je fais une simulation, ben, on voit bien que mon outil, il se dirige toujours vers cet axe. Voilà. Donc là, c'est très pratique. Quand vous êtes en creux, comme je vous disais, voilà, vous retrouvez votre axe, et ben vous allez plutôt le mettre au-dessus. Et là, on va bien le voir que si je fais une simulation, mon outil, il est toujours dans l'axe. Toujours dans l'axe de mon orientation. OK? Voilà. Si jamais, par exemple ici, importer, donc oui, hop, ce que je voulais vous montrer, c'est ça aussi, hop, voilà, une droite. Donc la droite, elle est infinie. C'est pas parce que là, vous la voyez courte d'ici à ici, la droite, elle est infinie. Donc ici, vous n'aurez pas de B, de C par contre, mais vous allez toujours avoir du B. D'accord? Donc l'orientation, elle sera toujours d'un côté jusqu'au bout, toujours dans le même axe. Okay. Imaginons que les surfaces ici, vous avez un bouchon. Importer, modèle, bouchon. Hop, voilà. Vous avez un bouchon. Ben, si vous prenez cette stratégie-là, on est bien d'accord que vous allez, voilà, ici, taper dedans. Donc, pour pallier à ça, vous pourriez usiner avec une courbe. Donc là, en l'occurrence, c'est une droite, c'est un motif que j'ai créé, un motif qui est droit ici. L'avantage de ça, c'est que je vais avoir mon orientation, mais je vais avoir ma limite d'usinage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive au bout de ça, il va continuer à usiner, mais il va être arrêté, comme s'il était en butée. Et donc, si je fais une simulation de ça, ça va me permettre, voilà, de laisser la butée jusqu'à ce qu'il arrive à, on va dire, à un C0, et puis après, il va continuer, voilà, dans le même sens, ici, jusqu'au bout. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et une fois qu'il sera arrivé au bout de sa butée, ben, il ne pourra pas aller plus loin, donc il va tourner le C de façon à usiner, à s'incliner et de pouvoir usiner le reste.
Ok, donc pensez à ça, c'est important. Voilà. Pour la suite, on va passer sur mon là-dessus, sur le diaporama, à partir de voilà, ici, pour parler donc de les projections. D'accord? Qu'est-ce que donc les projections? Ben, les projections, c'est un élément physique ou non, parce que certaines stratégies, on va voir que c'est des vecteurs, que l'on va projeter sur le modèle à usiner. D'accord? Donc vous avez 5 stratégies de projection: droite, courbe, point, plan ou surface. Dans les stratégies droite, courbe et point, vous avez un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire le même principe. C'est-à-dire que vous avez le mode, vous pouvez le faire en linéaire, donc le long du vecteur, ou alors circulaire, donc autour du vecteur, ou alors en spirale. D'accord? Les deux modes, linéaire et circulaire, vous autorisent à avoir des angles de limitation. C'est-à-dire que ici, je pourrais usiner de 0 à 180 degrés. Ou si ma bouteille c'était plutôt en plein et qui était droite, je pourrais mettre 0 et 360 degrés pour tourner tout autour. D'accord? Spirale, forcément, ça c'est bloqué, parce que pour faire une spirale, il faut faire le tour de toute façon. Donc voilà. Dans certaines stratégies aussi, vous avez les hauteurs. Donc ça veut dire que les limites d'usinage. Donc comme moi tout à l'heure avec mon motif où je traçais quelque chose pour limiter l'usinage, et bien là, de la même, vous allez limiter son usinage. Et vous allez retrouver azimut élévation pour pouvoir orienter texte qui n'est pas physique. Voilà. C'est un vecteur. Donc, vous allez pouvoir l'orienter en fonction du C ou en fonction du A ou du B de votre machine. Voilà. Vous allez retrouver aussi la projection de plan qui est très peu utilisée quand même. La plupart des clients qui l'utilisent, c'est en fait, ils ont par exemple des réunions ou des choses à faire, soit plusieurs identiques sur le même projet ou identiques mais sur différents projets. Et dans ces cas-là, généralement, ils enregistrent leur stratégie en tant que My Strategy ou en tant que template, n'importe, et puis après, ils la réimportent. Donc, ils ont un repère, hein, ils créent un plan de travail à un endroit précis, et en régénérant la stratégie, et ben, tout bêtement, ça leur applique l'usinage à l'endroit où ils veulent. D'accord? Donc, généralement, on l'utilise davantage pour des répétitions. Et après, vous avez la projection de surface. Moi, j'utilise beaucoup. Power Mill ne s'est pas encore usiné en 5 axes du multi-surface, mis à part avec ligne de flux. Mais quand vous utilisez finition de surface, comme il utilise les ISO des surfaces pour pouvoir se guider, ben, si vous avez plusieurs surfaces avec des ISO qui sont différents, ça lui pose conflit. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une surface guide sur un autre logiciel, PowerShell, Fusion, n'importe quoi, si vous avez autre chose. Cette surface guide, elle va nous permettre de limiter l'usinage, mais également de guider le parcours par rapport aux ISO que vous allez créer, à son squelette. Voilà. Donc, voilà. Et on va l'importer en tant que surface de référence pour qu'elle soit pas prise en compte en tant que modèle à usiner ou lorsque on veut faire des contrôles collision, et ben elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas considérée comme un modèle usinable. Voilà. Hop, donc on va revenir là sur là-dessus, voilà, pour vous montrer ça. Hop. Je veux usiner par exemple l'intérieur ici, que ce soit du Z constant, un décalage 3D ou quelque chose comme ça. J'aurai quelque chose à l'intérieur qui n'est pas très joli. D'accord? Là, j'ai fait exprès d'orienter même la pièce un petit peu différemment de ma machine. Donc, même si je me dis, tiens, je vais orienter mon repère ici, voilà, en haut, c'est plus joli, mais à l'intérieur, moi j'appelle ça un petit peu l'usinage exotique, c'est-à-dire qu'on va voir de toute façon en finition tous ces changements de direction. Dans ces cas-là, ce qui est préférable de faire, bah, c'est d'utiliser des projections de surface. D'accord? Et vous avez quelque chose de plus fluide. Donc, la projection de surface, on va définir. Donc, les stratégies de projection de surface, elles sont ici. Dans finition, vous avez ici la courbe, la droite, plan, point et surface. D'accord? Quand vous ouvrez ça, donc là, ici, ça va être une courbe. Voilà. Vous allez dessiner, par contre, sous
PowerShape, en motif, pardon, vous allez dessiner la courbe. Elle est ici, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est une ligne droite. Je la mets ici, je la rentre ici, et je lui dis par rapport à ça, je veux que tu me projettes cette droite sur tout le modèle à usiner. D'accord? Donc attention, la dimension est importante. Si je la réduis, ben, forcément, je vais avoir que la partie, la zone usinable. Voilà. Et mais ça, on va pouvoir le projeter. Et indépendamment de ça, je vais pouvoir l'orienter selon une droite, donc soit physique, soit un vecteur, orienter mon outil. Là, en l'occurrence, je suis même resté avec mon vecteur qui est perpendiculaire, enfin mon plan de travail qui est perpendiculaire à ma tête, enfin à ma machine. Et pourtant, ma courbe, je l'ai orientée et mon vecteur ici, je l'ai mis droit selon l'axe Z, selon l'axe X. D'accord? Je vais avoir un parcours comme ça, hop, qui va être visiblement, voilà, assez fluide. On le voit, le parcours d'outil, je fais ça, hop, voilà, il est joli, impeccable. Bien. C'est là où je vais vous montrer avec la machine. Si je mets ma machine dessus et que je fais une simulation, voilà, je mets mon perso, il joue pas mal. On voit qu'il joue pas mal, d'accord? Je suis en parcours d'outil. Si je viens là, je me rends compte que l'axe outil, hein, il est bien respecté. Alors, on va peut-être aller un peu moins vite pour bien voir, voilà. Mais ici, on voit bien que l'axe outil, il est bien respecté. Je suis toujours dans mon axe. Là, l'autre, si je fais ça, hop, l'autre avantage, c'est que lorsque je m'arrête, alors on va enlever la machine parce qu'il va m'embêter sinon, il va tourner en permanence. Voilà, stimuler. Lorsque mon parcours s'arrête, je suis bien en point de contact. Je ne déborde pas sur mon arête, donc je ne risque pas de moucher l'arête. Ok, voilà. Donc ça, c'est le gros avantage de parcours d'outils. L'inconvénient, c'est, comme je vous disais, c'est ce petit basculement. Donc je vais rouvrir ça, la machine, et je vais faire une simulation avec le Power R2 2012. Et vous allez voir que le berceau, ben, il bouge beaucoup moins. Alors ici, il bouge encore, parce que j'ai bien tordu la pièce, ainsi de suite. Parfois, on peut faire qu'il ne bouge pas beaucoup. Mais voilà, si je me remets de l'autre côté et que je fais une simulation, vous allez bien voir quand même la différence. Voilà. Là, on voit bien que le berceau, il bouge quand même beaucoup plus. OK? Ici, il bouge moins. Voilà. L'inconvénient de ça, c'est comme je vous disais ici, eh ben, il va remonter sur l'arête. Et donc, vous risquez de moucher l'arête. Et comme je vous disais aussi, ça, c'est mon vecteur de direction. Il est très très haut. Et je vois bien que l'outil ne respecte plus ce vecteur. C'est une orientation en disant va vers le haut, mais je ne respecte plus cette orientation. D'accord? Donc ça, moi, je l'utilise quand vraiment ma machine, je vois qu'elle saccade de trop, enfin, ou elle bouge de trop. Voilà, je peux utiliser ça. Alors ici, vous pourriez mettre des surfaces en collision ou des frontières, des choses comme ça. Hein, voilà. Mais voilà, parmi la de 2012, généralement, je l'utilise plus quand la pièce, elle gigote beaucoup. On reparle des contre-dépouilles. La contre-dépouille ici, voilà. Comme je vous disais, ce n'est pas parce que vous orientez votre outil, ici, dans cet axe-là, que vous allez pouvoir usiner la contre-dépouille. C'est une stratégie de balayage, donc selon l'axe Z. Donc moi, quand je regarde ma pièce, vue du haut, ben, je vais voir ça. À partir de là, ben, je vais voir ça, et puis je vais voir tout ça. Mais ça, je ne vais pas le voir. Ça sera en contre-dépouille. Donc même si je lui dis, oh, bah, tiens, non, unis-moi un peu plus haut, voilà, pour le forcer à remonter, eh bien, c'est pas parce que je vais le forcer à remonter dessus et que mon orientation me permet de pouvoir usiner à contre-dépouille, je vais le faire. Non, il projette son parcours, encore une fois, et il l'oriente. Voilà. Si vous voulez usiner ça en contre-dépouille, il va falloir utiliser les stratégies de projection. Et là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir orienter votre outil, voilà, stimuler, et donc là, usiner la contre-dépouille. D'accord? Donc, quand vous dessinez ici votre modèle à projeter, bah, il suffit de regarder un petit peu ici, voilà, et de se dire, bah oui, tiens, ce modèle-là,
je vais enlever ça, voilà, dans cette ligne-là, ben, je peux ici, si je tourne, oui, là je vais voir mon modèle, je le vois, impeccable. Je tourne ici, ok, je le vois, d'accord. Le mettez pas trop haut, le mettez pas trop bas non plus, d'accord. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez la projection, la courbe de projection, peut être différente de la droite d'orientation, d'accord. Vous pourriez, comme tout à l'heure ici, j'ai ma droite là de projection que je mets au ras à l'axe 0, là ici, au ras de ma pièce, et ma projection, elle va être beaucoup plus haut. Okay. Dans ces modèles-là, quelque chose qui est très important, j'ai eu le cas aussi également en clientèle, voilà. Vous avez les intervalles de projection. Dans tous maintenant, vous avez intervalle de projection. Pourquoi c'est un intervalle de projection? Parce que si je me mets en automatique et que je regarde ce qu'il va me faire, voilà. C'est-à-dire que là, je suis en mode spirale. Je peux mettre en mode circulaire, je vais avoir la même chose, aperçu, d'accord. Alors ici, pourquoi? Parce que là, je lui dis 0 à 90 degrés, d'accord. Si je lui dis 360 degrés, on va faire le tour. Si je lui mets 180 degrés, voilà, on ne vient que ici, d'accord. La hauteur d'usinage, comme je vous le disais, ici, j'ai mis 1 centième et puis voilà, 19,99, d'accord. Ça, c'est la hauteur d'usinage. Voilà, donc vous pouvez usiner comme ça, vous pouvez usiner linéairement aussi, aperçu. Voilà. Alors, attention aux différences. Quand vous êtes en linéaire, par exemple, vous allez avoir des angles, d'accord, un incrément angulaire. Donc attention à ça, parce que ça veut dire que plus vous allez vous éloigner, plus vous allez avoir un incrément qui sera important. Plus vous allez vous rapprocher, plus l'incrément, forcément, il sera petit. Ça, c'est un petit peu dérangeant parce que vous n'avez pas voilà, une valeur fixe comme un incrément ici, comme on peut l'avoir dans circulaire ou spirale. D'accord. Et ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est ça, l'azimut et l'élévation. Je vous parlais de ça. Ici, vous pouvez très bien tourner autour de l'élévation. D'accord. Donc on le voit, alors on le voit ici qui tourne, on ne le voit pas complètement ici, mais je vous vois mon petit. Et ça là, généralement ça disparaissait. Donc moi ça m'embêtait beaucoup, parce que là, comme ça, ça me permet de voir où je suis. D'accord. Et pareil pour l'élévation. Voilà, l'élévation, je vais tourner autour du B ou du A, en fonction de ce que vous avez. OK. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on voulait faire la spirale, par exemple, voilà. Et pour revenir à nos moutons, euh, ici, intervalle de projection. Si je me mets en automatique, ça veut dire que je vais projeter mon parcours vers l'intérieur. Parce que ici, j'ai marqué intérieur ici. Direction vers l'intérieur. Je vais projeter mon parcours. Ça veut dire que mon outil va être ici et je vais le projeter. Si je veux usiner que ça, bah, forcément, il y a quelque chose qui va me gêner avant. Donc là, ici, mon parcours, on imagine bien qu'il va arriver ici, pam, il va se taper là. Ici, il va taper ici, et ainsi de suite. Donc si je le lance comme ça, je vais avoir une étoile. Il va faire des petits zigzags comme ça. Ouais, il enregistre, c'est pour ça que c'est un petit peu long. C'est pas la stratégie, hein, c'est mon enregistrement de modèle. Voilà. Donc voilà. Donc à chaque fois, comme on vient de l'extérieur, il vient taper là-dessus. Pas lié à ça, Power 1000 a fait du manuel. Donc, si je regarde maintenant ici le manuel, je vais lui donner une distance mini et maxi à regarder. Alors là, ici, j'aurais très bien pu faire 0, hein, puisque je me dirige que à l'intérieur, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire du 10 et une autre valeur. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 25. Donc lui, il ne va regarder, pardon, que ce qu'il y a entre ça et ça. Donc l'outil va commencer ici, et il va venir, il va taper jusqu'à ce qu'il vienne pour taper un modèle à usiner. Donc là, en l'occurrence, il ne va pas regarder l'extérieur. Si je relance mon calcul, voilà, j'ai quelque chose de mieux ici. D'accord. Ça évite que vous mettiez ça en ignoré. Pour dire, ah bah oui, mais j'y arrive pas, je peux pas usiner, donc je vais mettre ça en ignoré. Oui, mais si vous mettez ça en ignoré, ça veut dire que même les contrôles collision vont se faire en ignoré. Donc si vous avez des rentrées ici avec des arcs ou autre chose, vous risquez d'abîmer la pièce. Là, je n'ai pas mis les pièces en collision, j'ai juste mis un intervalle de projection pour lui dire, regarde d'ici à ici la pièce, simplement. Okay. L'avantage des courbes, comme on disait, c'est qu'on pourrait usiner en fonction de ce que vous avez. Donc, si vous avez une rainure comme ça, attention, si vous faites du balayage,
vous allez avoir la même chose. Ici, c'est propre à peu près, hein, le parcours il se décale bien comme ça. Mais lorsque vous êtes ici, vous allez avoir quelque chose un peu moins joli. Hop. Parce que on est normal toujours au rayon de la courbe. Donc là, vous allez avoir un balancement d'un côté, un balancement de l'autre, d'accord? Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli en machine, d'accord? Encore une fois, c'est du balayage. Donc même si j'oriente fortement mon outil, je ne vais pas pouvoir utiliser la contre-dépouille, d'accord? Donc on voit bien mon parcours ici en balayage, je suis droit. Si j'utilise projection de courbe, eh ben, ça me permet que mes courbes suivent les normales de la surface. J'ai un parcours déjà qui usine les contre-dépouilles, puisque c'est de la projection. Donc là, c'était celle-ci, cette courbe-là, que je vais projeter dessus. D'accord? Et l'orientation, elle se fait toujours par rapport à cette courbe-là ici, que j'ai définie un petit peu plus haut. D'accord? Donc vous avez une courbe de projection et une courbe d'orientation. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir la même, hein, si c'est pas gênant, hein, vous pouvez avoir celle-ci. Voilà. L'avantage de se mettre au ras du plan de travail ici, c'est que je ne vais pas usiner ça. Si je prends celle-ci, je vais usiner le reste. C'est-à-dire que ici, je pourrais très bien usiner et dire, je vais prendre la même courbe. Ma courbe d'orientation, c'est ma courbe de projection, mais c'est également ma courbe d'orientation. Mais si je fais un calcul, ben, je vais avoir l'usinage. Voilà. D'accord? Donc, je vais revenir dessus. Puisque vous souhaitez, bah, c'est très bien, comme ça, vous usinez tout en même temps. Mais si vous vous arrêtez au bon contact pour usiner que ça, parce que ça, vous l'avez surpassé, ben, autant faire une courbe de projection au ras de votre limite d'usinage, on va dire, et puis une orientation qui est un peu plus. D'accord? Mais voilà, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, et même le parcours d'outil ici, voilà, il est quand même beaucoup plus sympa, voilà, que le balayage où il tournait d'un côté, il tournait de l'autre, il tournait de là. Voilà, c'est très joli, voilà, à voir peut-être en démo, mais comme ça, c'est pas très sympa. Là, c'est beaucoup plus propre. Ok. Vous pouvez aussi vous en servir. Voilà, comme guide, lorsque vous avez un usinage comme celui-ci, voilà, en disant, bah tiens, comme ça va orienter mon outil, stimuler, voilà. Et comme ça, voilà, il est toujours guidé dans cette porte-là. Voilà. Et comme ça me détalonne, on va dire, mon outil. Okay. Pour la même stratégie, paramètres. OK, donc plutôt que de dire, par exemple, depuis une courbe et de mettre cette courbe, vous pourriez également aussi vous mettre en vertical et donner un angle d'élévation. Ça aussi. L'avantage de ça, là, ici, je vais avoir mon B qui ne va jamais changer, ou votre A qui ne va jamais changer. Ici, je serai toujours, je vais remettre ma machine, par exemple. Voilà, je vais avoir un rétracteur reconfigure, mais c'est pas grave. Mais ici, voilà, je serai toujours à 8 degrés, d'accord? Donc 8 degrés, hein, pourquoi? Parce que 90 degrés perpendiculairement à mon axe de travail, moins 82, bah, ça fait 8 degrés, d'accord? Donc ici, hop, si je me mets là, par exemple, plutôt vers le bas, voilà, je serai toujours à 8 degrés. Celui-là, il ne change pas, d'accord? Si je me mets par rapport à un vecteur, forcément, je ne vais pas avoir le même angle ici. Là, je suis à 17 degrés que ici. Là, je suis à 10 degrés. Voilà. Donc, il évolue en permanence. D'accord. Je vais vous parler également ici d'évitement de collision automatique. Pour une question peut-être de fainéantise ou autre, vous pourriez dire, bah, je reste en vertical, mais c'est PowerMill qui va me changer mon orientation. Donc, vous cochez évitement de collision automatique. Important, vous conservez la section collision. Pourquoi? Parce que si jamais le parcours, il y a une petite zone qui ne veut pas faire, votre parcours il sera en bleu et il va vous éviter la zone. Si jamais vous le cochez, le parcours sera en rouge. Ce qui sera bon restera en vert et ce qui n'est pas bon sera en rouge. Comme ça, vous verrez, vous dites, ah, c'est peut-être, j'ai été gourmand lorsque j'ai mis des gardes sur le porte-outil, ainsi de suite. À vous de gérer ça. Donc, comment ça fonctionne quand vous cochez ça? Eh ben, il y a une petite case, un petit onglet qui arrive supplémentaire où vous lui indiquez une garde sur le porte-outil, une garde sur le corps d'outil. Vous donnez une distance de lissage. Alors, moi, je prends toujours l'exemple de la voiture avec un mur. La distance de lissage, en fait, c'est à quelle distance vous autorisez l'outil à commencer à vous incliner. Donc, si vous êtes en voiture et qu'il y a un mur en face, eh ben, vous allez freiner beaucoup plus tôt
que si vous repartez de ce mur. Donc, la distance de lissage, elle est importante parce que plus elle sera grande, plus l'outil aura tendance à s'incliner très tôt. Lorsque vous venez vers le mur, et finalement, quand vous repartez dans l'autre sens, à s'incliner un peu plus tôt. Donc, vous risquez d'avoir des marques sur la pièce, d'accord, au même endroit. Donc ici, moi je vous conseille, pour défaut il est 2 fois le rayon, mais je vous conseille si vous faites des parcours, vous voulez faire des parcours propres, alors pas dans ce sens-là, hein, mais en balayage par exemple, de le faire toujours dans le même sens, en avalant. Parce que comme ça, en fait, quand il voit le mur, il s'incline toujours à la même distance, et ainsi de suite. Et après, si vous voulez faire l'aller-retour, bah, vous allez dans édition, réorganisation, et puis vous faites alterner les directions. Comme ça, vous aurez un aller-retour, mais le parcours, il restera toujours, l'inclinaison toujours dans le même sens. Et donc, comment ça fonctionne après ici? Bah, vous allez lui indiquer ici la méthode d'inclinaison. Est-ce que vous voulez vous incliner en longitudinal, en transversal, ou en longitudinal, puis s'il n'y arrive pas, en transversal, ou l'inversement, ou une direction fixe, ou automatique. D'accord? Voilà. Donc, à prendre avec des pincettes, parce que vous voyez ici, je suis droit, parce que bah, l'outil me permet de le faire, et puis dès qu'il va taper avec le corps d'outil, et bien, il va s'incliner. Et puis dès que ça sera le porte-outil, il va refaire une inclinaison. Donc c'est très bien parce que je n'ai pas réfléchi à l'angle et tout ça, du premier coup, il me le fait, sauf que vous risquez d'avoir des marques quand même sur la pièce parce que l'incrément se fait quand même assez brutalement ici. D'accord? Moi, je le préconise, je le montre généralement ouais, lors des customer care. Je le préconise plus sur ce type de pièce-là. Voilà. Où là, je vais m'embêter à créer je ne sais combien de repères pour pouvoir usiner tout ça. Et là, effectivement, c'est lui qui va automatiquement s'incliner, passer entre, et ça, c'est très pratique. Okay. Là, hop, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite hein, quand même maintenant là, parce que le temps tourne. Ici, voilà. Mais ça me permet avec la projection de cours, par exemple, d'usiner ce type de pièce-là. Donc là, j'ai fait exprès de faire une petite hélice avec même des creux à l'intérieur. Donc là, je suis en contre-dépouille. À usiner, c'est pas terrible. Donc du coup, ici, voilà. Je vais sélectionner une courbe qui va être ma courbe de projection. Donc je vais projeter cette courbe-là. Et ici, ma courbe de guide. D'accord? Et lorsque je fais un usinage, je vais simuler ça. Voilà. Hop. Il usine ça avec la contre-dépouille à l'intérieur. D'accord? Et au complet. D'accord? Donc je peux l'usiner en longitudinal, en linéaire qu'ils appellent, d'accord? Ou en circulaire. Voilà. Donc pensez à ça, ça peut être très, très pratique. On va aller très vite là-dessus. Sur le point, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Le point, hop, il est où? Il est ici. Le point, bah, tout bêtement, hein, vous allez orienter ici paramètres, vous allez positionner un point, et c'est ce point-là que vous allez projeter. D'accord? Aperçu, voilà. Ici, vous allez projeter ce point-là, qui est à 50 mm ici, partout ici. Donc encore une fois, vous retrouvez la même chose, circulaire, radial, et ainsi de suite. Vous retrouvez l'orientation. Est-ce que je veux le faire de 0 à 90 degrés? Vous pouvez l'usiner en horaire ou trigonométrique, ainsi de suite. Mais c'est une projection. Moi, je m'en sers pas énormément. Je m'en sers surtout sur des pièces qui sont vraiment régulières, parce qu'on le voit bien ici. Dès qu'il y a un petit plat ou quelque chose comme ça, et ben l'incrément, il est plus du tout le même. D'accord? Donc un incrément qui n'est pas constant. Rapidement aussi, les plans. Donc les plans ici, comme je vous disais, voilà, ce plan-là. Ça permet également, dans cette projection-là, paramètres, voilà, ici, d'orienter et de positionner un plan. Je vais valider ici, voilà, ce plan-là, d'accord? Donc encore une fois, soit vous le tournez selon l'axe du T, soit l'élévation, d'accord? Donc vous l'orientez comme ceci. Vous lui donnez sa longueur. Donc ici, moi, j'ai mis 10 mm par rapport au Z ici, 10 mm et 58. Et puis, je lui ai dit moins 80, moins 80. Et pour avoir l'incrément,
bah, il est ici, l'incrément. Quand je fais ça, voilà, je vois mes différentes rainures. Okay. Lorsque c'est pareil, hein, je peux l'usiner tête droite, je peux l'usiner en 5 axes, ici, même mettant au moins 90 degrés. Voilà. Et ça me permet tout bêtement de faire des rainures. Voilà. Donc généralement, encore une fois, hein, quand les clients utilisent ça, voilà, c'est généralement ils ont quelque chose de fixe. Ils s'embêtent pas à faire ça tout le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont de fixe et qui est répétitif dans plusieurs projets ou dans le même projet. Voilà. Direction fixe, ça c'est très important et ça peut être très utile. Vous avez un parcours comme celui-ci avec une forte, un rebord. Lorsque vous usinez droite, donc moi mon parcours comme ça il est très joli, il me va très bien, mais lorsque vous usinez droite forcément, hop, j'ai ma fraise qui tape. La plupart des clients créent un repère légèrement incliné. Moi, j'ai forcé la chose, me suis mis à 45 degrés. D'accord. Donc ici, je ne sais plus où il est, mais bon, bref, il est là. Ouais. Là, je me suis mis à 45 degrés. Ben, on se rend compte que ici, oui, mon parcours, il va pas taper. Mon parcours, mon outil, il va plus taper, d'accord. Par contre, j'ai un parcours qui n'est plus du tout le même. Donc, encore une fois, je vais utiliser l'orientation. Donc, c'est-à-dire que l'orientation, j'ai un parcours de balayage. Donc, c'est-à-dire que je projette en Z. Donc, c'est exactement le même parcours que celui-ci. D'accord. Je le projette selon l'axe Z. Et une fois qu'il est projeté, je vais orienter mon outil. Ici. Ici, direction fixe. J'oriente mon outil. D'accord. Donc là, je vais l'orienter. Donc, là, ici, comme ça, on voit le vecteur ici. Hein, d'accord. Hop. Je l'oriente, moins 1 et 1, donc 1 en Z et moins 1 en Y, ça fait du 45 degrés, donc la même chose que l'autre. Mais voilà, je garde ma stratégie et mon sens d'usinage, qui est très joli, je trouve beaucoup plus joli, et j'oriente mon outil. Okay. Si vous ne connaissez pas les angles, vous pouvez le faire ici aussi. Donc ici, si je mets, on va faire 0, 0, voilà, comme ça, hop, voilà. Ici, par exemple, si je veux l'incliner à 30 degrés, je vais faire 30 degrés, je vais faire accepter. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Hop, on va faire 1 ici plutôt. 1, 0, hop, voilà. Ici, voilà. Ici, je vais mettre 30 degrés, par exemple, parce que je veux mettre dans le sens X, Y. Voilà, je vais accepter. Il est à 30 degrés. D'accord. Je peux pas, j'ai des difficultés à le mettre de l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens ici, je fais juste un moins ici. Et je m'incline de l'autre côté de 30 degrés. D'accord. Attention, 30 degrés, c'est par rapport au plan, c'est de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est 30 degrés ici. C'est pas 30 degrés comme ça. Donc, si je voulais incliner que de 30 degrés, il aurait fallu que je mette 60. Hein. Encore une fois, ça, c'est 90 degrés. Donc, 60 et ainsi de suite. D'accord. Donc, voilà. Et donc, pensez à ça. Direction fixe, c'est très important. Moi, je l'utilise beaucoup pour justement ne pas déformer mon parcours d'outil et orienter mon outil. Et après, la dernière, c'est projection de surface. On va le faire vite fait, vite fait. Projection de surface, je ne vais pas faire celui-là, ce sera celui-là qui est le plus important. Voilà. Vous dînez ce type de pièce-là. Voilà. Si vous n'utilisez pas de parcours 5 axes, bah, vous allez faire un parcours ici à 45 degrés. Vous allez usiner au-dessus, d'accord. Et puis vous allez usiner derrière. Bien. Si vous utilisez ligne de flux, qui peut être un parcours 5 axes, attention, comme ça va être par rapport au normal de la surface, bah, vous allez avoir des parcours qui vont vriller de beaucoup. D'accord. Si je viens ici, si je fais ça, voilà, l'outil, il s'incline vraiment mal, d'accord, un petit peu n'importe comment, et ainsi de suite. Je vais je vais le mettre ici, voilà, allez hop, voilà. Donc là, on voit qu'il vrille quand même beaucoup, d'accord, il s'incline de tous les côtés, c'est pas très joli à voir, et ainsi de suite. Pour ça, moi, je vais utiliser projection de surface, ce qui fait que lorsque je viens là-dessus, au lieu de faire importer en tant que modèle, je fais importer en tant que surface de référence. Je vais choisir ma surface 5 axes, j'ai créé, en l'occurrence là ici c'est sous PowerShell, hein, mais sur n'importe quel logiciel, voilà. Et ça va être ma surface de guide. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi, c'est qu'ici j'ai choisi ce profil-là, j'ai enlevé les points qui étaient ici pour faire quelque chose de plus droit, et puis j'ai pris tout bêtement le fond ici, voilà. J'ai sélectionné les deux courbes, j'ai fait surfaceur intelligent, et il m'a créé une surface comme celle-ci, voilà, avec les ISO ici, ok, voilà. Et c'est celle-ci que je vais mettre en guide. D'accord. Donc, pour le mettre en guide, comme je vous disais, je l'ai mis en surface de référence.
Donc là, j'ai une petite flèche qui apparaît pour dire que c'est une surface de référence. Donc je vais juste la sélectionner. Donc je prends mon parcours. Voilà. Je la sélectionne. Et attention, je reviens comme ça. Voilà, il n'y a plus de U et il n'y a plus de X et Y, hein, d'accord? On est en 5 axes, donc on suit les ISO de la surface. Donc les ISO, c'est soit des U, soit des V. Donc si je fais ça et que je fais aperçu, je vais l'avoir dans ce sens-là. Et puis si je le fais en V, ben, je vais l'avoir dans l'autre sens. Ok, voilà. Donc il suffit de faire appliquer et ils vont faire votre parcours. Donc ici, encore une fois, hop, voilà, longitudinal transversal, mais ici je fais Power Mill R2 2012, d'accord? Et dans ces cas-là, il va usiner les normales de cette surface-là. Si je me mets en normale de contact, cette surface-là, on s'en fiche, elle est simplement là pour me guider, on va dire, la taille de l'usinage, mais pas pour respecter les ISO. Voilà. Donc là, ici, j'usine bien à l'intérieur, hein, que c'est une surface guide qui n'a pas de, elle n'est pas prise en compte. Et ici, hop, surface, voilà. Je n'ai plus de parcours qui part n'importe comment. Je suis bien toujours normal à la surface que j'ai sélectionnée. Elle n'est pas prise en compte pour l'usinage, elle n'est pas prise en compte dans les contrôles collision, mais par contre, elle est là pour me guider mon parcours. Voilà. On est d'accord là-dessus? Ok. La dernière chose que je voulais vous montrer rapidement aussi, hein, parce que hop, je pense que vous en avez un petit peu marre, c'est l'intervalle de projection également. Pensez à ça lorsque vous avez une cuvette comme ça à usiner. Eh bien, une fois que le parcours, l'outil, il se retrouve, enfin, la suite du parcours se retrouve au-delà de ce qu'il peut voir, eh bien, il va l'usiner à l'extérieur. Donc, tout ça, il va l'usiner correctement parce que, ben, comme vous, il le voit ici, d'accord? Quand je suis normal à la surface, je le vois. Mais quand je suis normal à cette surface-là, ben, qu'est-ce que je vois? Je vois l'extérieur. Donc, je le projette à l'extérieur. Donc, il y a ça, au lieu d'être en automatique, vous faites la même chose, vous faites du moins et moins. D'accord? Donc là, si je fais du moins et moins, je vais voir dessiner, apercevoir. Je vais voir ici 2 bandes et il va me dire, OK, je te projette ça là-dessus. Ce qui fait que ça me permet d'usiner jusqu'en bas, puisqu'il va plus regarder l'extérieur. OK? Si c'est en collision, il ne le fait pas, hein, je vous rassure. Mais si ce n'est pas en collision, il va pouvoir vous l'usiner. OK pour ça? Voilà. Donc, conclusion, eh ben, voilà, le fait d'orienter l'outil, quelle que soit la stratégie, même en projection, ça peut vous permettre, voilà, de détalonner l'outil pour usiner avec la partie coupante. Euh, Ça, vous pouvez orienter votre outil comme vous le souhaitez, quelle que soit la stratégie. Ça peut éviter des impacts, des raccords également. Vous pouvez usiner comme ça la contre-dépouille, et puis ça peut fluidifier également en fonction des options que vous cochez, ça peut fluidifier vos parcours d'outils. Voilà. Voilà, ce webinaire est terminé. Alors très honnêtement, en question-réponse, je pense que voilà, là, ça a été un petit peu long. Moi, je vous conseille, si vous avez des questions, de vous rapprocher soit du support, soit moi de me renvoyer un mail. Et s'il y a des choses comme ça que vous n'avez pas, enfin, vous voulez explorer un peu plus, ou si vous pensez à des pièces sur lesquelles vous pourriez appliquer ce genre de stratégie, donc soit la projection, soit l'orientation d'outils, eh ben, renvoyez-moi un mail ou contactez le support. Et nous, on se fera un plaisir d'essayer de vous aider du mieux possible là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite un très très bon week-end. Merci à tous.